Hey, bienvenue dans ce nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial, numéro exceptionnel en public. Donc pourquoi Buffy c'est génial, vous le savez bien évidemment autour de cette table et aussi en public. C'est un podcast dans lequel nous faisons des commentaires audio des épisodes de Buffy. On regarde l'épisode et on le commente scène par scène pour mieux expliquer au monde la génialité de cette série et l'apprécier à sa juste valeur. Bravo Clément. Mais là, exceptionnellement ce soir, parce que c'était un podcast exceptionnel, il n'y aura pas de commentaires audio, voilà. On va pas regarder l'épisode, on va faire un podcast débat. Il va y avoir des débats, des thèmes abordés. On va parler de comédie musicale, de sexe. On va parler d'Angel et Spike aussi. Enfin voilà. Les gens vont se battre, je pense, ça va être monstrueux. Je ne lis pas du tout le conducteur, mais je peux essayer de le lire. Peut-être bien. Ah, on est au dernier bar avant la fin du monde, Riley. Un bar incroyable qui nous a très gentiment accueillis pour ce numéro. Donc on est en public, ça je l'ai dit, et on va. Ah non, là je suis par là. Et on va. Il y aura du débat, ça pareil, je l'ai dit. Donc non, pour l'instant en fait je suis pas mal. Présentation des invités, on va voir nos invités, on les présentera plus en détail quand ils interviendront, forcément. Mais on a Carole de Clap Magazine, on a Gauthier de Clap, Yael de Soap, il faut qu'on parle, qui fait carrément un bouquin sur Buffy, donc voilà. Aurélien de Panini, Alix de Daily Mars et Nico de Slayer Revival. On peut peut-être les applaudir un petit peu. Et alors, si vous suivez notre podcast, vous savez qu'on fait toujours une rubrique gros bisous. C'est très important, les gros bisous. C'est la meilleure rubrique. Et maintenant, alors peut-être on va lancer un jingle, mais alors là, ça serait vraiment la folie si on y arrive. On va tenter un jingle. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death? This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her and raise you a yeah. She bathes you? Nothing can defeat the penis. Et les gros bisous Riley, quels sont-ils? Alors on lui fait un gros bisou au dernier bar avant la fin du monde qui nous accueille ce soir, bien sûr. Gros bisous, merci. Et on voulait faire un très très gros bisou aux membres de Slayer Revival qui sont là-bas et à Carole. Parce qu'on a eu cette idée de faire cette soirée tous ensemble à la Comic Con. Instant nostalgie. Raconte tout. Voilà, on était sous, on a décidé de faire cette soirée, donc c'était très très bien. Très bien. Merci. Et moi j'avais un énorme bisou à faire à Riley et Clément qui sont là. Parce que vous le savez pas forcément, mais c'est eux qui ont organisé cette soirée. Donc si ça se passe mal, c'est à eux qu'il faut se plaindre. Et si ça se passe très bien, c'est à eux qu'il faudra faire des gros bisous. Voilà. Bravo les gars. Tout de suite, on va faire le premier débat. Once More With Feeling est-il le meilleur épisode de la série? J'accueille Carole. Bonjour Carole. Bonjour. Donc tu es rédactrice en chef du magazine Clap. Nous avons Nico qui est rédacteur pour Slayer Revival. Et on a Aurélien, rédacteur pour Panini. Eh bien, merci à vous trois d'être là. Donc je vais vous lancer, après maintenant c'est vous qui bossez, moi j'arrête de parler. Tout le monde le dit, mais est-ce vrai? Et Once More With Feeling est-il le meilleur épisode de la série? Donc l'importance et la place de cet épisode dans la série, qu'est-ce que vous en pensez? Alors je me lance. Allez, honneur aux dames. S'il te plaît. Je pense que c'est très difficile, vous serez d'accord avec moi, de définir s'il y a vraiment un meilleur épisode dans tout Buffy. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, plus on regarde Buffy, plus notre avis peut changer sur la place des épisodes les plus importants dans cette série, et qu'à chaque fois qu'on refait des visionnages de Buffy, déjà, notre regard change, évolue, parce que nous on change et qu'on devient de plus en plus experts sur la série. Moi par exemple, à l'occasion de ce podcast l'année dernière, j'ai redécouvert la saison 4. Je me suis rendu compte que c'était une saison formidable, alors que je l'avais toujours détestée. Et tellement formidable qu'il fera l'objet d'un débat ultérieur. C'est bien fait quand même. Donc je ne m'éloigne pas du sujet, parenthèse terminée, juste pour dire que, effectivement, pour moi, Once More With Feeling est un épisode extrêmement important dans la construction de la série, dans sa narration, dans l'évolution des personnages. Après, c'est très difficile de dire si c'est le meilleur épisode. N'en garder qu'un seul, je pense que ça serait un sacrifice énorme pour chacun d'entre nous. Mais c'est un épisode à mettre au panthéon de la buffologie, effectivement. Carrément. Les gars, vous en pensez quoi ?
Bah pareil. Super, c'était Aurélien. On a fait de la provoque avec ce titre de débat. L'idée, c'est justement de dire que c'est pas le meilleur épisode et d'en citer peut-être quelques autres. Ouais, mais justement, en fait, je trouve que quand on essaie de faire la liste des épisodes préférés, je pense que souvent on retombe un peu sur les mêmes quand même. Souvent ceux écrits et réalisés par Whedon. Et pas que ceux-là, mais c'est vrai que souvent ceux-là. Et en plus, là-dedans, il y en a, je trouve, 3 qui ressortent parce que c'est un peu les épisodes à gimmick. Il y a Hush, l'épisode silencieux. Il y a Once More With Feeling, l'épisode musical. Et il y a The Body, l'épisode limite sans fantastique, justement, voilà, et sans cœur où on meurt. Et c'est les épisodes un peu à gimmick, et du coup, c'est ceux qui ressortent le plus, on va dire, parmi les autres. C'est un peu comme si, justement, à un moment, il se disait « Bon, j'ai raconté plein de choses, plein d'histoires, maintenant je vais essayer de repousser encore plus les limites. » Et du coup, ces épisodes à concept, il y a aussi l'épisode des rêves, mais bon, moi, j'ai jamais été trop fan des trucs de rêves, donc c'est vrai que je le mets quand même un petit peu à côté. Ouais, non, mais il est vachement bien. Non, je suis pas d'accord. Non. Pour un épisode de rêve, il est vachement bien, mais ça n'a jamais été ma tasse de thé dans tous les récits, dans toutes les séries. Et voilà. Je sais plus ce que je disais. Nico, t'as pas entendu Once More With Feeling, t'en penses quoi? Alors, déjà, définition meilleure. Parce que c'est là d'où tout part. Après, ça dépend de chacun, bien sûr, mais c'est vrai que pour moi, un bon épisode de Buffy, c'est quelque chose aussi qui peut-être fait avancer l'intrigue d'une certaine manière, de façon importante, comme The Body, comme tu as cité, où là, il y a vraiment un gros événement. Autant pour moi, Once More With Feeling, il crève un abcès, donc il y a une révélation, mais il y a des épisodes qui sont un peu plus charnières dans la série, qui pour moi, alors c'est clair, il fait partie du top, hein, mais il y a des épisodes plus forts, même émotionnellement peut-être, je dirais, qui sont dans la série. Après, dans toute la série, de toute façon, tous les épisodes 7, globalement, c'est des épisodes charnières. Donc il y a Alias Angelus dans la saison 1, où, voilà, gros épisode charnière. Mensonge, alors il y en a beaucoup qui l'aiment pas, moi je comprends pas, c'est un de mes épisodes favoris de la série. Enfin, pardon, c'est Lie to Me, pour ceux qui sont qu'en VO. Alors, précision, tout le monde a vu la série dans la salle? Donc on va spoiler comme des grosses salles, hein, on est d'accord, hein. Tu peux y aller, Nicolas, je pensais que t'étais pas trop sûr sur Angelis. Angel est un vampire, hein, attention. Pardon, désolé. Non, mais je te sentais pas sûr de toi, donc on a précisé, je crois qu'ils ont tous vu la série, on peut y aller gaiement. Mais voilà, c'est vrai que les épisodes 7 dans toutes les saisons, c'est un peu des gros épisodes. Et là, c'est vrai qu'ils avaient mis tout le budget en plus dessus, quoi. Quitte à pu en avoir pour la fin de la saison 6. Ils le disent souvent dans les bonus. C'est ce qui a été dit apparemment. Ouais. Tu dis qu'ils ont fait les traits de Dark Willow au crayon tellement ils avaient plus de budget. Bon, mais voilà, c'est vrai que c'est un épisode fort, c'est un épisode marquant. Être le meilleur. Ah, c'est pas facile. Ouais. Est-ce que le public a quelque chose à dire sur Once More With Feeling? On a un micro. Ah oui. Sur l'idée d'un meilleur épisode de Buffy, moi je vois toujours un épisode que tu peux faire découvrir aux gens qui connaissent pas la série et ils vont se dire ah ça c'est cool. Et moi c'est pas Once More With Feeling du tout que j'aurais fait voir à quelqu'un qui connaît pas la série. C'est plutôt effectivement quelque chose comme Hush ou Orpheline où pour le coup voilà ça c'est des thèmes qui vont plaire à pas mal de gens, enfin qui vont toucher pas mal de gens, pas plaire forcément, mais qui vont toucher pas mal de gens. Once More With Feeling, il est cool pour les gens qui sont très fans de la série parce que voilà, c'est la possibilité de se réécouter la BO régulièrement, des choses comme ça. Voilà, moi je le vois plus comme ça. Je veux bien réagir dessus, mais c'est vrai qu'elle a tout à fait raison que si d'un coup, à quelqu'un qui a jamais regardé Buffy, on lui met direct l'épisode musical, il va se dire oula. Parce que. Moi je me fais l'avocat dire, mais est-ce que c'est pas dommage que les épisodes les plus connus, ce soit les plus hors du commun en fait de la série, de Body, Hush. Ah là, je pense que c'est le cœur de fan qui parle, quoi. Parce que sinon, il y a d'autres épisodes qui sont pas si forts, qui peuvent être tout à fait aussi intéressants à découvrir, ou si on veut tabler sur l'humour pour faire connaître une série, ça marche vachement. Donc montrer les épisodes les plus marrants, parfois, c'est ce qui peut aussi provoquer un coup de cœur pour une série. Oui, moi j'allais dire que je trouve que justement Once More With Feeling est charnière en fait, puisque malgré c'est pas que des révélations, c'est-à-dire que ça donne le ton de la suite de la saison, c'est-à-dire que Buffy admet à ses yeux et aux yeux de tous qu'elle est revenue dépressive et qu'elle a plus qu'une envie, c'est juste de retourner de là d'où elle vient. Willow se rend quand même compte pendant ne serait-ce qu'une fraction de seconde qu'elle a été très loin avec la magie. Alex se rend compte que quand on veut jouer avec la magie juste pour essayer d'aider les copains, là pour le coup il s'est un peu planté, il pensait que ça allait être Fantasia et que ça allait être chouette et
il a juste fait exploser le tout. Enfin voilà, donc c'est charnière dans la mesure où chaque personnage se rend compte de quelque chose et où ça va l'emmener dans son histoire à la suite de la série. Même Buffy qui commence aussi à admettre qu'elle ressent des choses pour Spike, et Spike qui va lui dire en chantant, lui aussi admettre ce qu'il ressent pour elle et ce qu'il a essayé de cacher depuis la saison 3. Moi je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que pour avancer un petit peu dans le débat, ce qu'on peut dire c'est que la question n'est pas vraiment est-ce que Once More With Feeling est le meilleur épisode ou pas, mais Once More With Feeling est un épisode fondamental dans la construction de la série. Et c'est fondamental que cet épisode-là soit un épisode musical, et je pense qu'il ne pouvait pas être d'un autre genre que celui-là. Que Joss Whedon fait un usage très très intelligent du genre comédie musicale et de ce qu'est la comédie musicale dans l'univers cinématographique américain. Il l'utilise très bien, beaucoup mieux que n'ont pu le faire d'autres séries qui ont tenté le coup. Et là où Joss Whedon et ses auteurs et ses compositeurs sont très très forts, c'est qu'ils font un vrai usage de la comédie musicale. Si on revient à la base de l'histoire de ce genre hollywoodien, la comédie musicale c'est un genre qui alterne des moments dialogués et des moments chantés, et où le numéro chanté et ou dansé doit avoir une vraie place dans la construction de la narration et dans l'évolution des personnages. Et c'est vraiment ce qui se joue avec cet épisode-là, où ce qui va se passer dans les scènes musicales sont vraiment des moments charnières où les personnages vont faire des révélations. Vous parliez de la révélation que fait Buffy à la fin de l'épisode, de dire justement que quand elle était morte, elle n'était pas en enfer mais qu'elle était au paradis, et que cette révélation-là, elle n'aurait pas pu la faire autrement. Il fallait un contexte particulier pour que ce secret-là puisse être dévoilé, et le musical permet ça, comme le musical permet à Xander et à Anya de se dire la vérité sur leur couple. Et c'est quelque chose de très drôle et en même temps de très universel, ce qui se passe là. Dans cet épisode, on aborde vraiment des questions psychologiques, des nœuds dramatiques, qui nous montrent à quel point Buffy est une série qui nous parle à tous, qui parle de l'humanité dans le sens le plus précis, le plus profond possible. Et il se joue plein de choses d'un point de vue émotionnel très très intéressant, et que le musical permet de faire passer sans que ce soit niais et sans qu'on soit complètement dans le soap. Je me demandais, donc du coup, tout bêtement, quel est votre meilleur épisode selon vous de la série? Tout bêtement, en fait. Aïe. Tu es un monstre. Ça ne se pose pas une question pareille. Moi, je suis un méga fan de comédie musicale, en fait, à la base. Donc, je dirais. Donc quand même. Moi, c'est quand même mon épisode préféré. Au bout du compte, si je devais vraiment en choisir qu'un, voilà, La mort dans l'âme, etc. Mais je dis ça, et le lendemain, je dirais The Body, et le surlendemain, j'en dirais un autre. Mais c'est vrai que c'est les deux qui me viennent le plus naturellement, c'est Once More With Feeling et The Body. Même si, en fait, encore une fois, c'est vrai que c'est les deux qui sont peut-être les moins dans la ligne habituelle de ce que nous donne Buffy contre les vampires. Donc là, on peut faire un petit sondage à la volée, là, le public. Est-ce que pour vous, Once More With Feeling, c'est le meilleur épisode de la série? Non. Moi, je crois qu'on a la réponse à notre question. Unanime. Ouais, je crois que c'est bon. Moi, pour finir, je voulais quand même noter que, tu l'as évoqué, on cite souvent les épisodes réalisés par Joss Whedon, et si on parle 2 minutes de mise en scène, cet épisode est formidablement réalisé. Ouais. Il y a des plans qu'on voit quasiment jamais à la télé dans ce truc. Voilà, c'était juste pour ça. Les épisodes réalisés par Joss Whedon ont quelque chose de supplémentaire en termes d'image. Et il l'explique très souvent. Il dit que comme c'était lui le chef, il pouvait se permettre de faire des choses qu'il n'aurait pas autorisé à d'autres réalisateurs. Et c'est aussi donc pour ça, et parce que c'est un génie. Mais voilà. Est-ce qu'on peut rappeler aussi que la saison 6, c'est la saison où Buffy passe de la Warner Bros à UPN, et que ce changement de chaîne permet aussi à Joss Whedon de s'autoriser des choses qu'il ne pouvait pas s'autoriser avant en termes de liberté créative, même si dans un champ de contraintes, il a réussi à faire des choses incroyables, et que Buffy, c'est bien un bon exemple de qu'est-ce qu'on peut réussir à réaliser dans un champ de contraintes, sur une grosse chaîne, à destination d'un public soi-disant adolescent, mais en ayant très peu de possibilités de montrer de la violence, de montrer du sang, etc. Et comment Joss Whedon s'est beaucoup affranchi de ces contraintes-là. Et dans la saison 6, il explore plein de choses, et Once More With Feeling en est un exemple éclatant. Est-ce qu'on a... Là, on a fait le tour quand même, hein, on est bien. Vous voulez rajouter, si vous voulez, vous pouvez rajouter, non? C'est bon? On va tout de suite passer à la suite. Ok, j'ai le droit? Vas-y. Alors, je lance un débat maintenant incroyable. On remercie nos 3 intervenants. Et là, on va parler de sexe. Ouh là là, le sexe et le Scooby Gang, l'affaire de la baguette. Un titre incroyable. Donc, je reçois Carole, Alix et Gauthier. Donc, ils sont tous les 3
obsédé sexuel, hein, c'est bien ça. Absolument. Donc Carole qu'on connaît. Gauthier, donc de Clap, tu es rédacteur en chef du site Clap Mag. Parce que, oui. Clap, c'est un magazine de cinéma sérique en version papier qui est là pour vous pouvez feuilleter ou acheter pour ceux qui ne connaissent pas. Avec plein de Buffy dedans. Et vous avez un site internet aussi, donc clapmag.com, c'est ce que j'ai dit, je crois. Voilà. Donc Gauthier, merci. Et Alix, journaliste au Daily Mars. Bonjour. Alors, merci tous les trois d'être là. Et donc voilà, on va parler un peu de sexe. Souvenez-vous, dans l'épisode 312, Helpless, sans défense en VF, Buffy et Angel se battent. Normal, hein. Et Buffy remplace le pieu par une baguette. Les métaphores sexuelles dans Buffy, il y en a pléthore. L'importance aussi de la sexualité, du rapport des personnages et de leur réveil à la sexualité. Qui veut en parler ? Ah ouais, ça se bouscule pas, hein. Non mais voilà, on fait les malins. Ouais, moi je veux parler du débat sur le sexe, hein. Et puis justement, on est un peu nerveux avant que ça commence, mais t'inquiète pas, ça va se détendre. On est un peu tendu. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire comme préliminaire ? Ça, c'était dans le rayon de mes blagues à la Chandler. Voilà. Non, pour commencer, on peut dire déjà qu'effectivement, il y a plein de petites blagues sexuelles très faciles dans Buffy pour nous faire rire parce qu'on les comprend tous. Ça crée de la connivence avec le public. Il y a le coup de la baguette. Il y a le Magic Bone de Jonathan dans le début de la saison 6. Don't touch my magic bone. Voilà, quand on imagine en plus la sexualité très débridée de Jonathan. De Jonathan. Xander et sa boîte à outils, qui entre dans l'appartement en disant I'm the man and I have a tool. Ah oui, voilà, et plein de petites blagues élégantes comme ça. Mais au-delà de ça, la sexualité dans Buffy est très importante. D'abord parce que c'est une série sur les vampires et que le monde des vampires, évidemment, un monde très sexualisé. Du fait que l'action même du vampire, son geste de base, est un acte de pénétration avec ses crocs dans le cou généralement d'une victime. Et que c'est un être de la nuit qui fait couler le sang. Donc évidemment, il y a une dimension très sexuelle dans le vampirisme, dans le rapport généralement extrêmement sensuel aux victimes, le fait d'avoir une emprise sur eux, de les hypnotiser. Donc oui, les vampires sont déjà un terrain propice aux multiples métaphores sexuelles. C'est ça, donc. Bah évidemment. Et on se souvient d'ailleurs de Buffy qui à un moment fait une figure un petit peu jouissive lorsqu'elle se fait mordre, je sais plus si c'est en saison 2 ou en saison 3, où elle se fait... saison 3, hein, voilà. En saison 3, où pour sauver Angel, elle l'autorise à la mordre. Et à la mordre, c'est vrai qu'on a une scène de pénétration complètement consentie, où le fait de se faire mordre, mais dans un état second, ce qui est tout à fait réaliste, puisque le fait de perdre du sang, rapproche de l'orgasme, c'est comme un effet de strangulation. Donc on a une scène extrêmement sexuelle, et qui est abordée de façon très différente du premier vrai acte sexuel entre Buffy et Angel. Quand elle se fait mordre par le maître, elle n'a pas l'air trop de kiffer. Hein. Oui, mais alors là, c'est intéressant, parce que la pénétration du maître, si je puis me permettre, n'est pas une pénétration consentie. Il y a des scènes de viol réelles dans Buffy, avec la scène Buffy et Spike dans la fin de la série, et que déjà, dans la première saison, c'est intéressant de voir qu'on aborde cette question-là de la violence faite au corps, et en l'occurrence faite au corps féminin, même avec une femme qui est extrêmement puissante, où on voit que dans une situation de très grande détresse, on a beau avoir des super pouvoirs, on reste faible, et que la terreur en fait du monstre qui se situe en face du personnage la paralyse complètement. Et Buffy est intéressant. Il y a plein de choses très drôles dans le rapport à la sexualité, mais la série aborde aussi vraiment la sexualité dans toutes ses variantes, et aussi dans toute sa violence et la façon dont la sexualité parfois n'est pas consentie. Donc le vampirisme permet d'aborder cette question-là, et voilà, et de toute l'ambiguïté de ce sujet. Non, Alice, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus ? Oui, je rebondis sur ce que disait Carole. C'est vrai que Buffy, c'est vraiment une série qui est hyper intéressante de ce point de vue, parce qu'elle prend le parti de montrer la femme comme une femme qui choisit. C'est une des premières séries qui montre la sexualité féminine complètement du point de vue de la femme. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'on se retrouve avec paradoxalement des groupes d'hommes qui sont des groupes d'hommes très différenciés entre Angel et Spike, qui sont tous les deux issus du monde ancien, qui sont tous les deux très âgés réellement, en tant que vampires, et qui du coup ont comme point charnière entre leur amour et leur sexualité un besoin de contrôle, et qui vient empêcher en fait d'avoir une relation normale avec Buffy. Et du coup, donc pour Angel, ça se passe dans la contrainte complète et le fait qu'il choisit
d'être quelqu'un de bien et du coup de se contrôler totalement, et du coup il a empêchement total de sexualité, au risque de tourner vraiment violent et agressif, et de devenir Angelus pour le plus grand plaisir des spectateurs, mais pas forcément du Scooby Gang. Angelus c'est génial, on est d'accord, hein. Il est plus sympa qu'Angel. Et de l'autre côté, on a Spike qui lui a complètement accepté son animalité, sa noirceur, qui va engager dans des relations sexuelles avec Buffy qui sont très libérées du point de vue de ce qu'ils sont capables de faire, et il lui dit à elle que il lui parle de cette animalité qu'elle a en elle, et il a aucun tabou de ce point de vue. Mais par contre, c'est vrai que du coup, quand il perd le contrôle sur elle, c'est-à-dire qu'elle veut plus être avec lui et qu'elle arrête la relation, du coup, le besoin de contrôle et l'assimilation qu'il fait de sa sexualité avec le fait de posséder une femme va le pousser à cette scène de viol. Alors qu'on a de l'autre pendant tous les mecs de la génération actuelle, les mecs de Buffy, les mecs de Alex, qui lui est l'opportuniste accompli, qui à chaque fois qu'il y a une fille qui lui saute dessus, certes c'est une démone et quelque part il sait qu'il va s'en prendre plein la gueule, mais il est quand même ravi de cette sexualité. Oz, qui est l'amoureux tendre et qui, malgré la violence qu'il contient en lui, est toujours capable de se maîtriser, sauf et quand il est face à cette perte de contrôle qu'est la sexualité, il va en fait du coup se distancier pour apprendre à devenir quelqu'un de contrôlé, et pour revenir, il espère, à son amour. Et il y a Anya qui est un personnage génial là-dessus, parce qu'elle est un peu le pendant complet, c'est-à-dire qu'elle est à la fois ancienne. Elle a vécu la sexualité du point de vue féminin avec le contrôle, et du coup en étant complètement contrôlée. Et du fait qu'elle a été une working girl, qui a été une démon, qui a été une revenge demon en plus pendant tellement d'années, elle a pris le contrôle complet de sa vie, donc de sa sexualité. Et du coup, quand elle arrive, elle est toujours extrêmement déplacée. Et dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle fait. Elle est en permanence, dès qu'elle parle de cul, elle est dans quand elle voit Xander avec une pelle, elle est complètement... et elle dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau mon homme, je pense à plein de scénarios sexuels dans ma tête, et elle le dit tout fort, tout le monde est... Voilà. Parce qu'elle a le complet contrôle de ses envies et de sa sexualité, et que ça ne la dérange pas d'avoir le pouvoir dans ce contexte et de l'affirmer sans aucun problème. Et du coup, les filles, Buffy et Willow, vont, elles, apprendre, comme des filles de notre époque, à contrôler cette chose-là, à profiter à la fois de leur liberté et de leur contrôle possible, et en même temps à faire avec les mecs qu'elles ont aussi autour d'elles et qui sont plus ou moins clairs avec cette notion de contrôle. Ouais, est-ce que justement, même au-delà de la sexualité, au niveau des relations hommes-femmes, est-ce que la série, j'ai bien aimé quand tu parles de Angel et Spike qui sont des hommes d'un ancien temps, par rapport à Oz et Xander qui sont des hommes de notre époque, et est-ce que c'est pas ça aussi que la série nous dit, c'est qu'elle nous dit qu'on a... Pendant des centaines et des milliers d'années, on nous a dit l'homme domine la femme, c'est lui qui décide, c'est lui qui est machin. Et là, on se retrouve dans cette série avec des femmes fortes. Et donc les mecs sont paumés complètement, ils ne savent plus comment faire, parce que pendant très longtemps on leur a dit non mais c'est toi le chef, c'est toi l'homme fort, c'est toi qui domine, c'est toi qui dois faire ça. Et est-ce que c'est pas ça aussi que la série essaye de nous dire, d'expliquer à tout le monde que maintenant les relations sont plus comme ça? Mais justement voilà, pour moi Xander et Oz sont pas du tout paumés en réalité. Ils font comme les filles, c'est-à-dire qu'ils apprennent au fur et à mesure. Oui. Les filles, elles expérimentent aussi, elles sont pas en contrôle dès le départ. Ouais. Donc en fait, pour moi, Xander et Oz, ils ont une vision qui ne met pas de barrière entre leur vie sexuelle et leur vie amoureuse, pour moi. J'aurais juste un petit bémol par rapport à Xander, c'est que malgré tout, c'est un personnage assez misogyne. Faut quand même retenir ça. Je trouve que l'évolution de Xander est extrêmement lente. Mais il le dans fait pas exprès. Dans les premières saisons, il a un côté très boy next door, mais il est quand même extrêmement misogyne, souvent homophobe, et que c'est quelqu'un qui a du coup un rapport assez complexe à son corps, à l'autre, aux autres et à l'altérité en général. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage évolue énormément. Mais même dans sa relation avec Anya, il a quand même parfois un côté un petit peu bossy. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est en face d'une nana comme Anya, qui, comme tu le disais, est une fille très libérée, qui a beaucoup appris, qui sait beaucoup de choses, et qui est à la hauteur, justement, pour le faire évoluer et l'amener à être une meilleure version de lui-même encore. C'est ça qui est très intéressant. Mais que le personnage revient de loin, on va dire. C'est marrant parce que du coup, à la fois, ce que tu dis sur Xander, je l'entends complètement et je suis d'accord avec toi sur le côté misogynie. Alix est fan de Xander, on n'a pas précisé, voilà. C'est mon personnage préféré.
Soyons clairs, donc évidemment, je vais un tout petit peu venir à sa rescousse parce que vous se m'avez calme. gagné quand même, on n'a peut-être pas besoin de garder Cassandra comme ça. Mais c'est aussi le côté, il est un peu, il paraît un peu misogyne dans ce monde où il a décidé de suivre des nanas qui, elles, ont le pouvoir. Je veux dire que ce soit dans les faits, c'est-à-dire que Buffy, elle a dès le départ le pouvoir, ou des nanas qui vont prendre beaucoup plus de pouvoir que lui, par l'exemple de Willow, qui est sa pote de toujours, qui le regarde avec admiration au début et qui ensuite devient une puissante magicienne alors que lui se sent comme un vermisseau à côté d'elle. Pour moi, il a cette misogynie internalisée des mecs de notre époque qui ont l'impression que dans le couple, il faut qu'il soit l'homme, et je tape des points sur la table pour ceux qui ne le voient pas, voilà, en mode je vais être le mec. Et en même temps, il a cette capacité de comprendre qu'il n'a pas besoin d'être le centre du monde tout le temps. Du coup, c'est une misogynie qui est beaucoup moins... qui est beaucoup moins le côté Angel qui finalement est très misogyne aussi, dans le sens où il passe son temps à essayer de protéger Buffy comme si elle avait besoin de protection, quoi. Je pense que Angel est un personnage odieux à ce niveau-là, mais je pense qu'on en parlera à la fin dans le débat Angel versus Spike. Je sais pas pourquoi. Oui, Gauthier. On parle quand même d'un personnage qui a commencé à la série en étant totalement émasculé parce qu'on lui disait clairement qu'il avait besoin d'une petite blonde pour le protéger. Le mec qui avait besoin d'être... Mais oui, non. C'est un débat, je le rappelle, c'est un débat. Au tout début. Le mec a quand même eu besoin de se prouver qu'il pouvait lui aussi sauver le monde à sa façon et avait besoin, pas de taper des poings sur la table, mais de devenir un peu plus masculin pour se prouver qu'il était aussi capable de faire des choses. Alors après, ça a aussi les côtés négatifs qu'on lui accorde et les côtés négatifs que Carole soulève. Mais dans un univers où il est le seul sans pouvoir, il fallait qu'il man up, quoi. Malheureusement, ça se manifeste pas toujours de la meilleure des façons. Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est que mine de rien, la morale sur Xander, justement, c'est que il a tout le temps envie d'être l'homme de la situation, dans le sens l'homme, c'est-à-dire la version, les qualités qu'on attribue à la masculinité, que ce soit du coup le contrôle, la protection, la capacité à gérer et pour les femmes. Et en fait il réinvente une masculinité parce que du coup lui il va se rendre compte que son pouvoir dans le groupe, ça n'est pas le fait de devenir le général en chef, ça n'est pas le fait de devenir le mec qui a la mitraillette et qui va tuer tout le monde ou qui a la force physique, ça va être d'être un nouveau style d'homme, et du coup d'être un style d'homme qui est là pour participer avec les autres, pour être capable de comprendre ses amis, pour être capable de leur apporter quelque chose de différent de ce qu'elles ont déjà, et du coup qu'en fait tout ce qu'il a essayé d'avoir depuis le départ, c'est-à-dire sa place d'homme dans le groupe, n'avait aucun sens en réalité. Et c'est comme ça qu'il est réussi à la fin à se remettre avec Anya, parce qu'en fait il se rend compte qu'il faut qu'il soit ce que le groupe a besoin et ce que lui est au fond, et arrête d'essayer d'être ce que la société voudrait qu'il soit, ce qu'il s'est mis lui-même dans la tête qu'il faudrait qu'il soit, de façon complètement abusive, quoi. Oui, parce que le vrai bonhomme de la série, c'est quand même Tonton Giles, hein, on est d'accord. Mais Giles, sur l'analogie que je faisais tout à l'heure, je le trouve génial, parce que Giles, je disais, lui, il fait vraiment partie des mecs de la nouvelle génération, paradoxalement. C'est le plus âgé, mais il est génial. Quand il est au lycée avec les autres, il est le bibliothécaire, mais il est absolument infoutu de demander à une nana de sortir avec lui. C'est ridicule. Et par contre, dès qu'il passe à l'étape, maintenant on est tous au collège, comme si lui-même était au collège, tout d'un coup il se met à avoir une meuf, à avoir une sexualité. Et quand Buffy débarque chez lui, il est complètement, elle est là, oula, mais il y a une meuf, mais il se passe des trucs dans sa vie en fait. Et lui, pour moi, lui, il fait vraiment justement partie de la nouvelle génération qui apprend à gérer des nanas qui sont fortes, qui disent ce qu'elles ont envie de dire, qui ont une sexualité sur laquelle elles maîtrisent ce qu'elles font. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter sur le sexe, ou est-ce qu'on est bien? Je sais pas si j'ai loupé un truc, je suis partie un moment, mais quand vous parlez de sexualité et que personne mentionne Face, Lane, c'est quand même au niveau de la femme vraiment... Ouais, c'est vrai, les mecs, vous êtes limite là, franchement. C'est vrai On parlait tout à l'heure des femmes très fortes à Alix et des femmes très libérées, donc c'était un petit peu sous-entendu. J'imagine que Faith, c'est le personnage qui fait exploser les codes et les normes et qui s'en fiche justement des conventions au niveau de la sexualité, et que c'est elle qui vient débrider Xander. Mais alors, oui, non, mais justement, est-ce que c'est pas bizarre, ce personnage super ouvert sexuellement,
mais on va voir que ça va la conduire vers le côté obscur de la force. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même la sexualité est souvent punie dans Buffy malgré tout. Il y a quelque chose de très pédagogique dans Buffy qui reste un fond de pédagogie. La sexualité est souvent punie et dès qu'on se libère trop, il y a un retour de bâton, si je puis me permettre. Ouais. Alors, je suis fondamentalement d'accord sur beaucoup de choses que vous avez dit, mais faut pas oublier que les auteurs de Buffy, quand ils écrivent les années de l'adolescence, ils expliquent que la question est-ce que c'est moralisateur parce qu'on est puni après le sexe? Non, c'est plutôt quand on est jeune, généralement, la sexualité c'est compliqué, ça se passe pas toujours bien, et c'est de ça dont ils ont envie de parler. C'est pour ça que je dis pédagogique et je dis pas que c'est mal. Voilà, c'est ça. Et Faith, c'est pas le sexe qui l'a conduit vers le côté sombre. Il se trouve que ça, c'était un des trucs sympas de Faith. C'est le personnage qui devient. Oui, mais pas à cause de sa sexualité. Non, mais elle est paumée. On associe les personnages négatifs à une sexualité débridée, comme on associe. Mais elle a pas complètement une sexualité débridée, elle a une sexualité forcée. Enfin, en fait, c'est ça, c'est qu'elle est parce qu'elle dit je ne suis aucune règle, et bah du coup, je vais danser n'importe comment, je vais coucher avec n'importe qui. C'est pas parce que qu'est-ce que j'en ai envie à chaque fois. On sent pas que c'est pas positif la façon dont elle le vit. Donc c'est pas l'idée débridée positif égale je vais être punie. Je veux juste dire, c'est pas aussi simple que ça. Voilà, non, mais la sexualité de Faith, c'est aussi lié à son rapport au corps, et c'est quelqu'un qui a du mal à s'assumer dans sa féminité malgré tout, qui a du mal à s'affirmer en tant que tueuse, puisqu'elle est en compétition finalement avec Buffy, et que la façon dont elle utilise son corps de façon extrêmement violente, c'est aussi une façon de prendre c'est la seule façon qu'elle a de prendre le pouvoir, parce que ses pouvoirs de tueuse ne lui suffisent pas à prendre le pouvoir. Donc le personnage est très intéressant pour ça. Rien à ajouter. Clément, Vite fait, du coup, c'est quand même vas-y, prends le micro. Mais c'est quand même super intéressant justement le parallèle qu'on peut faire en ce moment pour ceux qui regardent The 100. Voilà, avec la dynamique de mise en couple, voilà, lesbien, et avec les événements sur l'histoire de Willow et Tara, c'est clairement complètement dans les questionnements qui continuent à se poser malgré les années. Je veux dire, Willow et Tara, c'était presque c'était le tout début d'un mouvement d'acceptation et pas d'acceptation par les médias, et par le fait de montrer à la télé et de montrer aux gens que y a les relations homosexuelles, mec ou nana, devaient être montrées telles que toutes les autres relations, et qu'il n'y a pas de raison de faire de différence. Ils ont bataillé pour faire le premier baiser féminin, et finalement ils l'ont eu. Moi j'étais il y a 1 an et demi au Brésil, où du coup tout le monde était en train de faire la fête dans les rues parce qu'il y avait le premier baiser gay dans une telenovela en prime time, ce qui au Brésil, les telenovelas c'est quand même un pas, et c'était quand même du coup qu'il y a 1 an et demi le premier baiser gay. Du coup il y a à la fois on a l'impression de continuer à parler de Tara et Willow, c'est presque, mais pourtant ça devrait être acquis tout ça, c'était il y a longtemps Tara et Willow, et en même temps on en est toujours à batailler et à espérer qu'il y aura plus de représentation des populations LGBTQ à la télé, quoi. Et juste après je laisse la parole pour introduire cette idée, et Romain, ce que tu disais, et parler aussi de pédagogie. C'est génial. Il y a quelques temps, justement au Comic-Con, on avait interviewé Patrice Giraud qui publiait les magazines Buffy officiels à l'époque, la grosse mode Buffy, et il nous disait que c'était fascinant le courrier monstrueux qu'il recevait de jeunes filles qui se voyaient dans Willow, que le personnage de Willow avait aidé dans leur construction, et que pour être aussi en charge de Star Wars et de plein d'autres choses geeks, il avait trouvé que c'était vraiment un raz-de-marée, le phénomène Willow et le phénomène Buffy à cette époque-là. Voilà, c'est pour introduire cette histoire. Tout à l'heure, on parlait justement de tout ce que Joss a réussi à faire sous la contrainte, et c'est notamment ce qu'il a fait par 2 fois avec Willow et Tara, puisque en saison 4, il était très compliqué de montrer ce qui allait se passer entre Willow et Tara, et la scène de magie où Tara pousse Willow à aller chercher de quoi ramener la vraie Buffy dans son corps, et la vraie Buffy dans son corps est absolument fantastique, dans la mesure où on comprend très bien ce qui se passe pour Willow sans que ce soit réellement montré. Donc ce qu'il a réussi à faire, et même dans l'épisode musical justement dont on parlait tout à l'heure, où la chanson de Tara, mais c'est juste aussi un festival où que ce soit en VO, d'ailleurs ça a été totalement sucré en VF, enfin quasiment sucré en VF. Le You Make Me Complete de Tara qui est découpé au milieu
Et le fait avec le fait que son corps s'élève et avec la tête de Willow voilà, avec niveau Willow qui disparaît hors champ vers le bas de la caméra, avec tout l'air aussi qu'a Alison Hannigan quand elle joue cette scène est absolument fantastique. Et pour rebondir sur Nazara, c'est vrai que personnellement, c'est grâce moi au personnage de Willow que j'ai réussi à me dire ah ouais, donc c'est possible en fait. On peut être attiré par les filles, ça peut bien se passer puisque le coming out de Willow se passe relativement bien. Donc oui, ça a été, je pense, clairement, pas que pour moi, une ouverture, une libération de site. Voilà, ça peut se passer. Et je pense que c'est ce que Joss voulait, qu'il a tout fait pour que ça se passe tranquillement. Aucune réflexion n'est faite à Willow, mis à part Giles ivre dans le facteur Yoko qui dit il manquait plus que ça, qui balance son truc. J'apprends que Riley est le mec de Buffy à son anniversaire et on prévient pas que Willow est avec Tara. Mais c'est vrai que la série est super intelligente parce que là c'est un très bon exemple de comment la série arrive à négocier avec les contraintes et comment la série invente ce que j'appelais tout à l'heure l'orgasme ésotérique qui est formidable, et comment la série met en scène le plaisir féminin, ce qui est quand même hyper rare à cette époque-là. Et je pense que c'est à partir du moment où justement la relation entre Tara et Willow se développe qu'on s'intéresse à ce que c'est que le plaisir féminin, et que dans les relations hétéro qui sont montrées avant c'est extrêmement rare. On parlait de la scène quand même d'orgasme de Buffy qui se fait mordre, mais dans les relations sexuelles Willow ose effectivement tout est ellipsé, et que la question du plaisir féminin est quand même très en retrait, et que là voilà le You Make Me Complete dit bien les choses, et qu'il y a beaucoup de scènes comme ça très très intelligentes dans la présentation de la relation entre Tara et Willow, que la question du baiser a été longtemps retardée, que l'équipe a beaucoup bataillé pour pouvoir représenter ce baiser-là, qui n'en est que d'autant plus fort, et que justement en ne mettant pas forcément en scène les corps dans des scènes de sexe classiques, la série dit plein de choses sur la sexualité féminine, et que la sexualité ne s'arrête pas juste à deux corps qui s'entrechoquent, mais que c'est bien autre chose, et qu'il y a la question justement de l'effet de transe qui est hyper intéressant, et qu'on en parle très très peu, et qu'on le montre très très peu ça à l'écran, au cinéma et à la télévision. Voilà, que la sexualité c'est pas juste quelque chose de charnel, que ça va plus loin, et là je pense que la Buffy est d'une extrêmement grande subtilité sur ce sujet. Effectivement, petite intervention dans le public. Ouais, bonsoir. Je voulais dire juste une petite remarque, c'est que Joss Whedon en fait a l'intelligence avec Buffy en fait de parler le mieux de sexe au moment où il n'en parle pas. C'est-à-dire que dans tous les scénarios en fait on parle toujours, il y a des vannes de cul, il y a des scénarios qui parlent explicitement de sexe, mais en fait faut pas perdre de vue en fait le principe même de la série, qui est en fait une maturation en fait d'un personnage féminin qui au départ ne s'accepte pas. Le principe de la tueuse c'est ça, c'est-à-dire que j'ai une mission, je l'accepte pas, au fur et à mesure en fait je vais finir par l'accepter, je vais finir par m'accepter moi. Joss Whedon place Buffy en fait dans un monde où il y a plein de personnages masculins et féminins qui représentent des archétypes en fait de ce qu'on peut représenter dans la vie. Il y a la figure paternelle, il y a le mec super dragueur qui est trop beau, il y a etc. Et donc en fait par rapport à ce que tu disais Carole tout à l'heure par rapport au vampirisme, et ben en fait le fait d'avoir cette parabole par rapport au vampirisme et au fait que cette femme-là doit s'accepter et devenir forte grâce à ça, c'est vraiment là où Whedon parle plus en fait de féminité et parle plus de sexualité. Et on le voit par exemple quand Buffy s'affirme complètement, on a cet épisode génial avec Dracula, où Dracula c'est vraiment le personnage séducteur par excellence, où elle arrive et puis finalement il doit la séduire, elle doit être sous son charme, elle arrive, elle le bute, elle fait voilà moi je m'en fous, je me suis affirmée, je suis une femme et puis je vous emmerde un petit peu quoi. Mais et je rebondis aussi sur le génie de Whedon de ce point de vue-là, c'est-à-dire que pour moi, il s'est aussi amusé à tout décrire dans la sexualité, dans le sens où il a aussi réussi à montrer, même si c'est de façon légère et subtile, le fait que la sexualité, même quand on est amoureux, c'est pas forcément génial tout le temps. Et du coup, il y a tout ce truc avec Riley, elle se lève après qu'ils aient fait l'amour, elle quitte le lit et elle va patrouiller dehors, et elle va aller buter du vampire parce qu'il lui faut sa décharge d'adrénaline avant d'aller se coucher, et qu'elle l'a pas eu, et qu'en fait en fait il y a vraiment toute cette question qui se pose dans ce couple là et dans le couple avec Riley, qui est est-ce que la sexualité doit être centrale dans le couple, est-ce que la passion est obligatoire, est-ce que on peut aimer en étant enfin voilà, juste en aimant la personne et en ayant envie d'une relation avec cette personne là basée sur potentiellement
potentiellement autre chose qu'une sexualité débridée aussi. Le cahier des charges de Buffy, c'était quand même aussi surtout de placer tous les problèmes du monde réel dans un univers fantastique. Et forcément, quand on met en scène des personnages de 15-16 ans, la sexualité, c'est dedans. Les balbutiements de la sexualité, les balbutiements de la personne qui s'affirme, ça passe par tout ce qu'on voit au lycée. Quand Willow tombe amoureuse d'un mec derrière un ordinateur alors que c'est un démon, c'est un risque Enfin voilà, en plus à l'heure actuelle, ça arrive 15 milliards de fois. Quand Alex a un crush énorme sur sa prof, voilà, c'est des situations qui sont toujours déformées par le fantastique, mais qui étaient là pour refléter ce que chacun a vécu. Et on a tous eu une fascination pour un ou une prof un jour. Et à la même époque, il y avait Dawson. Et dans Dawson, il y avait quand même Pacey, qui son premier gros crush, c'était aussi quand même une professeure. Il y en a qui arrivent. C'était vraiment pas mal, hein, ça, professeur. Voilà. Mais c'est très bien, vous avez été extrêmement long sur le sexe. On est très endurant, on peut encore continuer 2 heures. Mais il y a 15 milliards de choses à dire. Plus c'est long, plus c'est bon, on me dit dans la salle. La sexualité d'Andrew et Jonathan. Eh ben, on en parlera à un autre moment. Alors, on fera un podcast hors série sur la sexualité d'Andrew et Jonathan. Effectivement, homosexuels dans leur relation, et je pense qu'on peut faire un podcast juste pour eux. Voilà, bon, on fera ça. Mais on va passer quand même à un autre débat. Un débat sur la saison 4. Et notamment du personnage de Riley, éventuellement, hein, dont on peut parler ou pas. Donc j'appelle Alix, Yael et Nico pour nous parler donc du personnage de Riley, mais surtout de la saison 4. Est-ce que la saison 4, qui est généralement la moins appréciée, est-elle vraiment si mauvaise ou pas? Tout comme le personnage de Riley. Donc on accueille Yael qu'on n'avait pas encore vu. Yael, donc tu écris pour le SOAP, le MOOC de série. Tu as un podcast qui s'appelle Il faut qu'on parle sur un site qui s'appelle ICannotSitStill.com. Et tu vas bientôt nous faire un bouquin carrément sur Buffy, quoi. Je suis en train d'écrire un bouquin sur Buffy, ouais. On a très très hâte. Non mais s'il n'y a pas d'enthousiasme, je ne le fais pas. Hein. C'est gentil, merci. J'aurais besoin de beaucoup de courage, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, saison 4, Nico, qu'est-ce que tu penses de cette saison 4 ? Eh ben, moi c'est une de mes préférées. Désolé, mais oui, globalement, je trouve que bizarrement, tout le côté dépaysement à l'université, c'est peut-être quelque chose que j'ai peut-être ressenti aussi pour ma part quand je suis à l'université, donc c'est pour ça que la série me parle pas mal à ce moment-là, mais j'aime beaucoup le fait que le groupe qui était très soudé à la base s'effile un petit peu au fur et à mesure pour essayer de se retrouver, parce que souvent les relations post-lycée changent et évoluent et parfois pas dans le meilleur, et j'ai trouvé que la saison elle montrait ce côté-là de manière très intéressante, et même aussi pour les adultes avec Giles. Voilà, je trouvais que c'était pas si raté que ça. Mais en fait, je pense que la vraie vérité sur la saison 4, c'est que c'est la saison qui est la plus faible dans la mythologie, dans les arches narratives, dans ce que ça dit, dans comment puis avec le méchant qui intéresse le moins les gens, et il y a le problème Riley, on y viendra après, mais en fait c'est une des saisons les plus fun à regarder. Oui. Et ça c'est le truc qu'on oublie, c'est qu'il y a certains des meilleurs épisodes de la série sont dans la saison 4, donc automatiquement il y a plein d'épisodes entre guillemets faibles qui sont des épisodes hyper drôles. Il y a genre 5-6 épisodes magiques à mourir de rire dans la saison, donc du coup c'est difficile de la détester vu que c'est celle qui est la plus facile à regarder quelque part, parce qu'on pleure moins dans la saison 4 aussi. Non mais c'est vrai, on rigole, on pleure pas, on n'est pas il nous brise pas, avec Oz un peu, mais le reste du temps ça va en fait. Elle est plus légère. Pourquoi c'est la plus détestée? À cause d'Adam, je pense. Les gens n'ont pas partagé l'initiative. Et j'ai une théorie que j'avais déjà à l'époque, c'est que la force des méchants de Buffy, c'est que Whedon et compagnie, c'est-à-dire les auteurs, se passionnent pour leurs méchants. Or, dans la saison 4, ils ont choisi, on va prendre un méchant qu'on n'aime vraiment pas, on va parler des militaires. Et ils n'ont pas parlé de gens qui les fascinaient ou d'une institution qui les fascinait. Ils ont parlé d'une vague fantasme gouvernemental, d'un truc que clairement c'est des antimilitaristes. Et donc quelque part, ils sont tout de suite moins humains, moins intéressants, moins profonds que tous les autres méchants de toutes les autres saisons, parce que c'est des militaires. Et un peu ça s'arrête un peu là en fait. Et Adam c'est quoi ? C'est un militaire. Et en gros, je pense qu'ils n'avaient pas grand chose à dire. Et donc du coup, les gens qui la regardent, qui la binge, qui la bouffent d'un coup, sont plombés des fois par cette saison 4 en se disant le méchant il est pas intéressant, Adam il sert à rien, alors qu'en fait c'est genre dans 4 épisodes quoi. Enfin, il arrive à l'épisode 13, on le voit dans 5 épisodes, 5-6 épisodes. Il est dans 4 épisodes mais on en parle beaucoup. On n'en parle pas tant que ça, et c'est juste que c'est très lent à se mettre en place. Il est tellement chiant que tout le monde dit ça a plombé toute la saison, mais en fait non. Et pour moi c'est pour ça que c'est la plus détestée, et c'est aussi parce que l'arc narratif est presque celui qui fait le moins écho, c'est on est dispersé, on se retrouve.
c'est pas tous les choix existentiels qu'il y a dans les autres saisons qui sont par contre des trucs hyper forts et hyper profonds, quoi. Mais moi, ce que je pense, c'est surtout ils ont peut-être un peu raté le côté du méchant. En fait, le vrai méchant qui aurait pu vraiment marcher pour moi, c'était Maggie Walsh. Maggie Walsh, ça a été la pire erreur de la tuer, parce que Adam, ça aurait pu être son petit mignon, son faire-valoir, et elle aurait pu faire du mal et des dégâts qu'elle fait relativement quand elle est là. Pour moi, ça a été ce côté-là qui a été un petit peu raté, parce que franchement, elle fait chier, on la déteste. Enfin, pour moi, les personnages que je déteste le plus de la série sont dans la saison 4, c'est Walsh et Veruca. Donc... Parker. Ah, Parker, non, tu l'aimes bien, Parker est pas dégueulasse. Non, Parker, il est Ne me dites pas que vous avez pas tous adoré dans Beer Bad quand Willow elle lui fait mais t'es qu'un con. Oui. Attendez, là c'est juste un moment Moi, jouissif. je préfère quand il se prend un coup de bâton dans la gueule, en fait. Oui. Franchement. Ou quand Riley lui fait un coup. Là Riley. Non, mais le Parker Bad, je lui donne un coup de bâton sur la tête, moi ça m'a fait beaucoup rire, ça. Moi, c'est marrant parce que Adam, à la fois, oui, bon, il est hyper mal utilisé. Il y a tout le côté où il découvre le monde et où il essaye d'intégrer le monde qui aurait pu devenir intéressant. Et en réalité, ce que je trouve drôle, c'est qu'en fait, ils se sont piégés eux-mêmes avec leur concept, pour moi. C'est-à-dire qu'ils voulaient faire une opposition entre, le fait qu'on ne pouvait pas construire Buffy. Qu'il fallait justement presque un clin d'œil aux fans en disant Buffy, si on la regarde pas dès le départ et qu'on voit pas son évolution, elle n'a aucun intérêt. Pour moi, Adam, c'est ça. C'est Buffy. Il a des pouvoirs, mais il a pas d'amis, il a pas construit des liens, il a pas géré l'appropriation de ses pouvoirs et gérer des problèmes liés à ça. En fait, du coup, il est vide de sens. Et résultat, on se retrouve avec un personnage de méchant qui, alors, à la fois, ils essayent de le montrer pas comme un méchant, mais comme une espèce de créature de Frankenstein nouveau-né et en même temps maléfique. Et du coup, son absence de profondeur, pour moi, c'est ça qui est intéressant. Et en même temps, du coup, pour qu'il y ait absence de profondeur, faut qu'on voit le personnage pendant 2 épisodes et encore. Du coup, bon, c'est très très limité, quoi. Enfin, ça a marqué beaucoup de gens et puis il y a plein de choses vachement fun dans cette saison. Moi j'adore Beer Bad aussi, je trouve que Beer Bad est à mourir de rire. On est d'accord. Merci. On est d'accord. Tout le monde peut dire que c'est un sale épisode. Moi je trouve que voilà, Parker Bad, je ne m'en lasserai jamais. Et il y a les épisodes de Faith qui sont magnifiques. Oui. C'est pour moi, parce que moi j'adore Faith en principe. J'aime pas vraiment comment c'est exploité dans la saison 3. En fait, j'ai beaucoup de mal à y croire. Je trouve que ça marche sur le papier, ça marche moins dans les épisodes. Et dans la saison 4, pour moi, c'est là où Faith commence à réellement avoir une âme et à exister et pas juste être cette espèce de ce concept de l'anti-Buffy et puis le concept, c'est un peu le concept du nihilisme en chair et en os, et du coup j'ai du mal à croire à Faith jusqu'à cette saison 4 et cet épisode incroyable où tout d'un coup elle découvre son âme en fait, et nous aussi par la même occasion. Superstar. C'est génial, Superstar. Excellent, Superstar. Non, ils ont Yoko Factor quand ils s'engueulent tous et que Jess est complètement bourré à côté. Je suis désolée aussi, ça c'est génial. Non, la saison 4 est vachement fun, mais thématiquement, c'est la plus faible. Le côté, en effet, c'est une saison qui est là pour montrer que personne d'autre que Buffy ne réussit à être Buffy. Parce que Faith, quand elle l'essaye, en fait, elle a pas la capacité de le faire non plus parce qu'elle a ses propres trucs à gérer. Et du coup, Riley peut pas être Buffy, Spike peut pas être Buffy, Faith peut pas être Buffy, et finalement Adam peut pas être Buffy non plus. Résultat, Buffy est obligée d'être Buffy. Et c'est quand même pas facile pour elle, on est d'accord. On n'a pas parlé d'un autre truc, est-ce que c'est parce que cette saison 4 se passe pas au lycée et que c'est à la fac et que c'est pas du tout pareil et que que les personnages perdent leur repère, le spectateur aussi. Voilà, c'est un énorme changement volontaire, et est-ce que c'est pas pour ça qu'on la regarde, on se dit c'est quand même moins bien, c'est pas pareil, exactement. Si, mais moi, j'y repensais la 200e fois quand on recommençait la saison 4 avec quelqu'un, et je me disais en même temps, plus je connais un peu le sujet des scénaristes et du travail de scénariste, plus je me dis qu'en fait c'est un challenge. Ils ont réussi à faire quelque chose d'absolument incroyable en faisant un reboot complet de la série. Ils perdent tous leurs repères, toute leur structure, tout, et ils recommencent à zéro. Ils donnent une nouvelle fonction narrative à pratiquement tous les personnages. C'est-à-dire que, quelque part, Xander, qui était celui... il est toujours le normal. Mais du coup, être le normal dans cette année d'université, c'est d'avoir des jobs à l'extérieur de l'histoire. Sans du fait qu'il commence une histoire d'amour. Willow et Buffy habitent ensemble. Enfin, toute la dynamique est changée, toute la dynamique est chamboulée. La dynamique avec Giles est chamboulée. Comment la construction des épisodes, le fait de commencer à trouver le moyen de faire que les personnages aillent tout le temps chez Giles.
pour créer le lieu d'exposition et le lieu où on va discuter on va avoir des réunions du Scooby Gang. Tout ça, en fait, pour des scénaristes, c'est hyper compliqué à mettre en place. En fait, ils s'en sortent vachement bien. Après, c'est très difficile de s'en sortir. Pratiquement toutes les séries, quand elles sortent du lycée, la saison sort du lycée, c'est pas spécialement mort, mais c'est la saison paumée. C'est toujours la saison perdue. C'est un peu comme la génération perdue. Oui, mais c'est la saison paumée et en même temps, justement, c'est une saison qui traite du fait que quand tu changes tout le contexte, quand tu déracines un personnage, il se retrouve. Donc là, Buffy, donc déjà, pour elle, la fac, il y a quand même le côté, elle commence l'université en mode. Oh là, alors là déjà, enfin bon, le côté les études c'était déjà pas mon fort, mais là je me sens carrément à l'ouest. T'as tous les autres personnages qui s'intègrent immédiatement au décor, à ce qu'ils vivent. Enfin, c'est évidemment l'impression de Buffy. Et du coup, elle est complètement chamboulée. Tous ses amis, il y a un éclatement du noyau du Scooby Gang qui est net. Et en même temps, justement, c'est un épisode qui prend par la main une saison, pardon, qui prend par la main Buffy et nous systématiquement en tant que spectateurs pour nous dire. Regardez, tout a changé. Oui, la vie c'est comme ça, il y a des changements. On reste pas identique tout le temps. On peut pas vous faire le même épisode ad vitam aeternam, sinon c'est chiant pour tout le monde. Par contre, regardez, on vous prend par la main à chaque fois qu'on fait des changements. Le truc qui va finir par arriver, c'est que le groupe va se recréer, c'est que tu vas te rendre compte que tu n'as pas changé et que tes points forts sont toujours tes points forts et que tes points faibles sont toujours tes points faibles. Et du coup, en fait, c'est une saison qui traite du changement pour montrer une claire continuité aux spectateurs, en fait. Le public, peut-être le public a quelque chose à dire sur la 4. Vous aimez bien la saison 4 ou pas? Oui. Bon, levez la main ceux qui disent oui. Et ceux qui disent non. Ah bah en fait on a plus des... Ça valait le coup de faire un débat. Hein. C'est clair. Faut qu'on parle de Riley après quand même, mais... Alors, moi sur la saison 4, il faut savoir déjà que j'ai parfaitement conscience qu'elle est hyper faible. Hein. J'en ai conscience, mais je l'adore. C'est la saison qui m'a fait découvrir vraiment Buffy, me mettre à fond dedans. Et en fait, ce qui me surprend quand je re-regarde cette saison, c'est que on est d'accord qu'on est dans une série fantastique. C'est une saison qui est complètement dans la science-fiction en fait. Son arc principal, c'est de la science-fiction. Et c'est pas du tout compatible avec la mythologie de base de Buffy. Et d'ailleurs, c'est pas réutilisé finalement, parce que toutes les armes de l'initiative et tout ça, elles vont pas être réutilisées par Buffy après. Elle continue avec son petit pieu en bois à l'ancienne, ses gousses d'ail et tout ça. Et donc je pense qu'il y a une grosse partie du fait qu'on a perdu des gens sur la saison 4 qui est, c'est pas de la science-fiction Buffy. Alors, il y a un essai dans Buffy and Philosophy, un des premiers bouquins écrits avec des essais, il y a un essai sur la guerre des sciences et sur l'idée que la saison 4 thématise la problématique de la guerre des sciences, c'est-à-dire en gros une vision progressiste, scientifique, technologique de l'évolution du monde et une vision un peu différente. Et clairement, c'est ce que dit Primeval, l'avant-dernier épisode, c'est « Les gars, vous avez essayé avec des machines de faire mon boulot, but this is my turf ». Elle dit c'est mon territoire, c'est moi qui sais comment ça marche ça. Vous ne pouvez pas avec votre technologie, avec des ordinateurs, avec tout ce que vous avez, comprendre ce qui est essentiel de comprendre avec les livres, l'histoire, la connaissance. Enfin, clairement, et en même temps c'est pas inintéressant, dans cet essai ils disent un truc aussi sur que la première scène de Buffy, c'est Darla qui, ou d'ailleurs le mec avec qui elle est, qui brise une des vitres du labo de science. C'est le surnaturel qui brise la vitre de la science. Et c'est rigolo parce que moi, ce que j'adore dans Buffy, c'est que Buffy n'est jamais scientifique. Enfin, la science est toujours un peu un truc étrange, la technologie. Enfin, ils ont des portables que dans la saison 7, quand même, on est en 2003. Voilà, ils ont des beepers pendant très très longtemps. Il n'y a que Willow qui sait utiliser un ordinateur dans cette maison. Personne n'a entendu parler du mot Google. Bon, enfin, voilà, donc il y a des trucs quand même comme ça. Et en même temps, se refuse complètement aussi d'être dans la question religieuse. C'est-à-dire que la question mystique existe, mais c'est très agnostique. Et donc, en fait, ils sont dans cette espèce de entre les deux. Et pour moi, c'est plus l'école des littéraires, en fait. C'est-à-dire que c'est les livres, le passé, mais réinventé, mais se baser sur la connaissance du passé, sur l'apprentissage, par la lecture, par les mots, plus que par la science. Et donc, pour moi, c'est important que cette saison soit aussi de la science-fiction, parce que c'est le moment pour dire non. Ça pourrait être la solution pour sortir de nos problèmes, mais en fait non, c'est pas une solution, ça nous permet pas de combattre le mal comme on voudrait. Au final, on n'a pas parlé de Riley. Hein. Et moi, je voudrais parler de Riley quand même. Moi, je donc, en fait, ça fait l'effet de la saison, on le zappe. Non, il est essentiel Riley, mais il y a quelqu'un...
commencer par une question parce que je m'en souviens plus très bien. L'épisode de Thanksgiving avec les Indiens, 4 épisode 8. Voilà, merci. Donc justement, je me demande une hypothèse qui corrobore en fait cette idée sur la science aussi, qui serait pourquoi les gens peut-être aiment moins la saison 4. Je me demande si elle n'est pas non seulement plus dans la science-fiction, mais aussi en fait une saison très politique, alors que les autres sont justement plus dans les archétypes, dans la mystique, dans l'évolution personnelle. Et la saison 4, elle aborde quand même des sujets justement par rapport à l'armée, quelque chose de politique, par rapport aussi à la technicisation de l'humain, le fait justement que, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, que c'est vraiment génial qu'un être humain avec son destin, sa vision n'est pas remplaçable par un autre qui a une vision typiquement de l'envisagement techniciste du monde. Désolé pour les trucs avec des Heideggerien en passage, mais en gros voilà, enfin ça aborde des questions du monde moderne sous un aspect plus politique, et comme justement d'un point de vue sérieux avec l'idée de la technicisation et de l'espèce d'homme de synthèse qu'est Adam, mais aussi de façon assez rigolote, par exemple justement avec quand Spike dit oui enfin c'est bon la repentance, est-ce que César a dit je suis I came, I conquered and boo I feel bad about it, bon c'est bon évidemment oui il veut vous tuer mais vous aviez les meilleures armes, vous avez gagné, on passe à autre chose, c'est bon. Et du coup il y a beaucoup de questions comme ça assez politiques qui peuvent être intéressantes, mais qui aussi peuvent larguer des gens en cours de route, parce que c'est forcément, c'est moins enraciné, c'est moins dans les archétypes. Alors, moi, je pense que parce que c'est politique, malgré tout, on continue à l'aimer, elle continue à être puissante. Je le retournerai dans ce sens-là. C'est que malgré ses faiblesses, parce qu'il y a des vraies faiblesses narratives, c'est juste on n'est pas impliqué de la même façon dans ce qui arrive aux personnages. Malgré tout, il y a quand même une bonne partie de la saison où Buffy est un peu bubblehead, un peu la tête dans les nuages. Enfin, il y a plein de choses qui sont moins existentielles, moins poignants. Donc je pense qu'il y a des réelles faiblesses dans l'écriture. Il se trouve qu'ils ont plein de bonnes idées en début d'année pour les arcs, et du coup, malgré tout, ça reste une saison intéressante. Riley. Oui, parlons de Riley. C'est marrant parce que le fait que justement on n'arrive pas à en parler, ça me fait penser à ce que je disais juste avant qu'on démarre l'émission, qui était que pour moi j'avais réfléchi à qu'est-ce que ça m'évoquait Riley dans la saison 4, et en fait ça évoque tout l'amour que je ressens pour lui dans la saison 5, mais pas du tout dans la saison 4. Et que du coup c'est hyper compliqué de parler de la construction d'un personnage qui est là pendant la majorité de la saison 4 pour mettre en valeur des choses qui sont en train de se transformer chez Buffy et sur sa tentative d'avoir une relation normale, et pas du tout, et qui sont absolument pas portées par lui la majorité du temps, et que du coup lui ne devient un personnage à part entière que en fait quand il est perdu et que l'initiative n'est plus là pour le porter quoi en son sein, et du coup résultat il devient un personnage intéressant en fait dans la saison 5 pour moi. Alors, est-ce que c'est pas un personnage justement qui n'a d'intérêt que pour montrer qu'il n'a pas d'intérêt en fait, je sais pas s'il y a un terme pour ça, c'est un non-personnage. Moi j'ai longtemps pensé ça, et j'ai réalisé un truc récemment. J'ai réalisé que c'était le premier mec, c'est quand même le premier mec qui la traite bien, et que malgré tout non mais oui on peut le dire, je suis désolée, c'est la première fois elle se réveille dans des draps rouges comme les 2 fois précédentes et il y a personne, mais il est juste à côté, enfin il est là. Et c'est, je pense que pour sa construction à elle, de montrer non tous les mecs sont pas des salauds, non tous les mecs, et pour notre construction à nous adolescentes qui regardions la série, enfin c'est dommage que ce soit le mec le plus chiant, mais oui, mais de montrer que ça suffit pas surtout. Voilà, ça suffit pas, mais en même temps c'est quand même important. Je veux dire, clairement elle aurait pas survécu à son année comme ça, et puis en plus enfin je veux dire, elle a le droit d'être amoureuse et heureuse pendant 8 mois avec un mec avec qui elle ne finira pas toute sa vie. Enfin je veux dire, si la vie adulte où on vit jusqu'à 90 ans, où bon une série un peu moins, mais quand même on devait se résoudre à un mec et ne devait être que avec le mec important, ce serait triste quand même. D'ailleurs, en début de saison 4, elle l'affirme à Willow, il me semble, à un moment donné, elle dit il faut que j'essaye d'arrêter de m'intéresser à un mec parce que c'est un bad boy. Et mine de rien, c'est ce qu'elle va faire avec Riley, c'est vraiment le côté... Il va devenir toxico. Mais ce qui est marrant, c'est que pour moi, justement, il devient pas toxico à cause de sa relation avec Buffy, il devient toxico parce qu'il perd sa place dans l'initiative, et qu'en fait, c'est un mec qui est pas capable, il a pas appris à être indépendant, donc du coup, il est pas capable... Il vit mal que sa meuf soit plus forte que lui. Non, mais aussi. ça, si elle l'aimait vraiment, il le vivrait pas mal. Ouais. Il le vit mal parce qu'il sait en fait qu'elle l'aime pas vraiment. Bon alors, débat sans fin sur Et qu'il Riley. a l'impression
de façon complètement débile et qu'il a l'impression de façon complètement débile que c'est parce qu'il n'est pas assez fort qu'elle ne l'aime pas. Oui. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai, on est d'accord. C'est juste parce que c'est pas Spike. Je coupe ton micro, c'est scandaleux. Donc c'était un super débat. On va tout de suite passer à l'avant-dernier sur l'héritage de la série. J'appelle donc Yael, qui est déjà là, Aurélien et Gauthier. Alors on va parler des œuvres de fiction, mais pas que, qui n'auraient jamais existé sans Buffy, éventuellement de la suite de la série qui existe en bande dessinée. Je sais pas si vous êtes tous au courant. Qu'est-ce qui s'est passé après Buffy ? Eh ben voilà, demandons ça à Aurélien. Alors qui lit les comics ? Qui est à jour sur les comics ? Ouais, on va éviter de trop spoiler alors. Qui a juste lu la saison 8 ? On va essayer de naviguer entre les spoilers sur les comics. Ouais, moi j'ai lu la saison 8, j'ai lu la saison 9 et j'ai lu des bouts de la saison 10. Je me suis arrêté à la 8. Moi. Donc la saison 8 et 9 c'est très débat. c'est canonique, on est d'accord. Quoi ? La saison 8, 9, 10 c'est canonique et validé par Joss. Tout à fait, il a même écrit pas mal d'épisodes de la saison 8. Après il supervise les saisons 9 et 10. Au passage, donc je travaille pour Panini Comics, donc c'est tu es au courant. Voilà. J'écris les 4e de couverture pour les comics Buffy, etc. Tout ça. Ouais. Et voilà. Et du coup, oui, je suis à jour moi. Et oui. À jour, publication française ou américaine ? Américaine, vu que j'ai rendu l'édito justement du prochain tome qui sort en juillet. Voilà. D'accord. D'ailleurs, Panini, Angel and Face un jour. Ouais, moi je continue. Non, mais on peut le dire. Moi, je continue d'essayer de pousser pour qu'on trouve une solution. Le problème, il est clair, il n'y a pas eu des ventes suffisantes. Donc, on essaie de trouver une solution. J'aimerais bien qu'on publie la fin de la saison d'Angel and Face, mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Voilà. Est-ce que c'est bien alors les comics Buffy ? C'est une vaste question parce qu'en fait, ça dépend des auteurs. Il y a des auteurs qui ont fait des super trucs dessus. Il y en a d'autres où c'est un peu moins bien. Parce que la construction, il y a quand même des arcs bien précis, comme ils suivent le même modèle que la série, c'est-à-dire qu'en faisant une saison, un Big Bad. Ouais, tout à fait. Dans la saison 8, le BigAd, il s'appelle en VO Twilight. Ah oui, Twilight. Voilà. C'est exprès. C'est pas fait exprès, c'était au moment où les bouquins n'étaient pas encore hyper populaires, au moment. Enfin, ils venaient de sortir, mais. Ouais, mais je crois qu'il y a. En tout cas, au fur et à mesure, il y a des clins d'œil. D'un coup, c'est devenu. Mais en fait, quand il a trouvé le nom, les bouquins, ils venaient de sortir, mais c'était pas un phénomène culturel comme ça. Et est-ce qu'ils se permettent pas des trucs un peu trop gros dans ces saisons? Si. Parce qu'ils peuvent dessiner et pas filmer. En même temps, c'est un espace de création. Après, est-ce que ça marche, c'est une autre chose, mais c'est pas parce qu'ils se prennent des trucs trop gros. Sur le coup, il y a plein de trucs dans les comics, ça part un peu en vrille, mais en fait, quand vous les relisez, franchement, en tome, c'est beaucoup plus digeste. Et il y a des mini-arcs, il y a des histoires de 3, 4, 5 issues, des fois il y a des one-shots, mais il y a beaucoup de trucs qui suivent sur 3, 4, ce qui clairement reflète une scénarisation comics, beaucoup plus qu'une scénarisation série, télé. C'est juste que la saison fonctionne, mais moi il y a des tonnes de trucs que j'aime dans les comics et c'est une lecture différente, c'est une cerise sur le gâteau, enfin c'est un truc en plus qu'on peut avoir, qu'on n'est pas obligé d'avoir, mais qu'on peut avoir et que c'est cool, quoi. On n'est pas obligé d'avoir. Non, et puis surtout, je vais pas vous spoiler, mais il se passe des trucs dans la saison 10, moi je suis très contente. Moi, pour le coup, la saison 10 en comics, c'est ma préférée, je la trouve vraiment super bien. Le scénario, c'est le même que celle d'Angel and Face, et c'est Christos Gage, et c'est un super bon scénariste de comics, et il retrouve vraiment le ton des personnages au niveau des dialogues, on est pile sur le ton de la série. Et est-ce qu'il y a, alors passons sur les comics, est-ce qu'il y a des séries qui peuvent se revendiquer héritières de Buffy? Déjà, on peut remercier Buffy pour une chose, c'est qu'elle a instauré un schéma structurel au niveau des saisons, c'est-à-dire qu'on n'avait pas cette alternance de Monster of the Week et de Big Bad sur la saison, et maintenant on retrouve ça absolument partout. On a surtout retrouvé ça partout dans toutes les séries de la WB et de la CW après. On avait ça, Smallville a copié ça, enfin voilà, c'est devenu vraiment une base de construction, même dans des séries qui ne sont pas fantastiques. Véronica Mars a repris ça à sa sauce avec le côté voilà. Et c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant, cette structure en saison, qui est devenue de plus en plus importante. Et maintenant, on avait cette unité-là, et on avait le besoin de conclure
et de dynamiser le récit en ne faisant pas que de l'unitaire tout le temps et d'apporter sa part de feuilletonnant. Bon, déjà, un truc qui est clair, c'est que c'est difficile parfois de convaincre les gens que Buffy c'est génial dans ce pays. À Hollywood, c'est pas vraiment compliqué si vous apparemment vous adressez à la communauté des auteurs. Il y a absolument pas vraiment de doute sur le fait que Buffy a tout changé, Joss Whedon a tout changé. Les auteurs de Buffy, ils parlent du fait d'avoir bossé sur Buffy, que c'était comme aller à Hogwarts et d'apprendre la magie. Et puis en plus c'est super cool. Enfin voilà. Donc ça c'est un truc qui est complètement établi. Je crois que c'était le showrunner de Leverage, qui est une série donc a juste rien à voir, même s'il y a Christian Kane dedans, qui est un des mecs d'Angel, qui disait mais si un jour j'ai un Emmy, je le mets sur le bureau de Joss Whedon parce que c'est lui qui m'a appris à écrire des personnages. Un des trucs qu'on disait chez les scénaristes, le moment charnière, c'est le moment où Angel tue Jenny Calendar, parce que c'est le moment où parce que c'est le moment. Non mais si, mais à chaque fois qu'on en parle, ça. Parce que c'était un signal lancé aux spectateurs pour leur dire il n'y a pas de reset button. Le reset button, c'est le truc qui, selon eux, est à la fin de l'épisode de Star Trek, quand tout le monde est parti en vrille, et à la fin de l'épisode, quelqu'un fait un truc et hop, tout revient comme au début. Quand Angel tue Jenny, tu peux plus revenir en arrière. Quoi qu'il arrive après, ils sont tous changés pour toujours. Ce crime a des conséquences pour tout le monde. Et ça, les choix et les conséquences des personnages, donc c'est du feuilletonnant, mais au-delà du feuilletonnant, de juste il se passe plein de trucs et il y a de la suite, il y a une continuité, il y a l'idée que les choix des personnages ont des conséquences sur la suite de la série. Et ça, en fait, en 97, 98, 99, c'est un truc qu'on voit très très peu, qui n'existe pas vraiment et qui maintenant est dans toutes les séries. Et quand je dis toutes les séries, je dis Mad Men, Homeland, Breaking Bad, soyons clairs. Faut pas se voiler la face, c'est pas juste les séries de la CW qui en sont tributaires, c'est toutes ces autres séries là aussi. Et il faut aussi savoir que Shonda Rhimes est une énorme fan de Buffy, qu'elle a appris à penser les personnages dans Buffy. Shonda Rhimes, elle a juste révolutionné le soap. C'est Buffy aussi. Et en plus, il y a une époque où les mecs de Buffy, il y en avait un qui était dans Lost, il y en avait l'autre qui écrivait pour 24, il y en avait l'autre qui écrivait pour Gilmore Girls, l'autre qui écrivait pour The aussi. Donc en gros, les auteurs qui ont appris avec Joss Whedon ont été disséminés dans toutes les grandes séries. Il y avait J.D. Spencer dans Battlestar Galactica, il y avait Martin Oxon pendant une saison et demie sur Mad Men. Toutes les séries ont été infusées par les gens qui ont travaillé avec Joss Whedon. Donc ça n'a aucun doute. Ça a eu des influences sur tout le monde et surtout une énorme influence sur les spectateurs des séries. La façon dont on communique sur les séries. Les récaps, c'est deux séries en même temps, hein. C'est X-Files et Buffy, il faut pas oublier X-Files non plus, mais ces deux communautés de fans, femmes aussi bien sûr, de fans ont créé la fan creation moderne, c'est-à-dire bien sûr la fanfiction, mais aussi les récaps, les sites, les dossiers, All Things Philosophical on Buffy the Vampire Slayer et tout ce genre de sites. Ça, c'est vraiment... ensuite, ça suit sur les autres séries. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ton lapsus, c'est vrai que la place de la femme en tant qu'héroïne centrale a complètement changé après Buffy. C'est vrai qu'on a quand même un avant et un après sur la figure de l'héroïne centrale. Après, il y a encore du chemin à faire, hein. Mais non, c'est bon, le progrès est... Pardon. mais voilà. Ouais, non, mais voilà, on est tous d'accord, hein, donc Buffy est une série incroyable. C'est génial, pardon. Mais comme on est déjà très très long, c'est super intéressant tout ce que vous dites, mais peut-être on peut passer au dernier thème. Ou peut-être pas. Parce que j'ai peur qu'il y ait des morts après, que les gens commencent à se lancer des chaises à la figure, je sais pas quoi. Mais on a un dernier thème. Bah vous vous démerdez. Et un dernier thème qui est un peu compliqué, c'est est-ce que vous êtes plutôt Angel ou Spike ? On fait un tour de table d'abord pour savoir qui dit quoi ? Bah ouais, faisons ça. Il y a des Riley, il y a forcément des Riley aussi dans l'histoire. Alors oui, le tour de table. Bah vous les gars, vous avez pas entendu ? Moi je préfère Angel. C'est de la provoque ou c'est vrai ? C'est parce que il est plus important dans l'absolu que Spike. Alors attention, vous savez quoi ? On est deux. On est deux. Non, moi je pense que l'histoire Buffy Angel est beaucoup plus intéressante que la pauvre histoire de fesses entre Spike. C'est fini intéressant. Entre Spike. Parce que c'est passionnant, c'est son premier amour, c'est le mec qui va la larguer, enfin tout ce qui se passe, elle va être obligée de le tuer, enfin tout ce qui se passe avec Angel, moi me passionne, j'ai trouvé ça formidable.
Mais après, en tant que personnage, Spike est 1000 fois plus intéressant, bien sûr. Alors moi je suis pour que Buffy se mette avec Angel pour que Spike trouve mieux que Buffy. On adore Buffy, mais elle est un peu lourde quand même. Moi je suis Team Spike pour toujours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce que Spike c'est le personnage qui pour moi a l'évolution la plus incroyable de toute la série, quoi. C'est un parcours juste hallucinant. Et Angel à côté c'est du pipi de chat. Voilà. Angeliska, c'est normal. C'est un argument un peu trivial, en tout cas dans sa formulation, mais vraiment Spike c'est un personnage qui a un parcours juste incroyable et qui est un personnage épique, romantique, bien plus que Angel, et qui permet justement d'apporter plein de nuances, plein d'ambivalence dans la série. Alors, attends, Oui, non, mais on fait le tour de table là. Alors, ok, on finit le tour de table. Moi, je veux juste dire, Spike n'a jamais eu sa série. Tout peut arriver. Moi je dirais surtout que Spike est arrivé dans Angel pour le sauver. Merci. Son tour de table. Non, alors, Yael, non, mais je suis entièrement toi, t'es d'accord Team avec ce que Angel, tu dis. c'est connu. Je suis entièrement d'accord avec Carole, mais c'est pas seulement que Spike est un personnage, c'est que leur relation est géniale. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas que ils sont ensemble, c'est pas parce qu'ils sont poussés l'un vers l'autre, parce elle traîne tout le temps avec des vampires et qu'en gros c'est lui qui est là, c'est parce que depuis le départ, malgré leurs différences, ils ne peuvent pas s'empêcher de s'entendre. Depuis le début, je suis désolée, fin de saison 2, elle lui dit je te déteste et il dit je suis tout ce que tu as, et ça va rester vrai. Mais c'est ça, c'est tout ce qu'elle a. Elle a que ce mec à côté d'elle, elle y va par défaut. Non. Elle ne peut compter sur personne comme elle peut compter sur Spike. Elle n'aime personne comme elle aime Spike et vice versa. Vas-y, Alix. Alors moi je vais faire ma chieuse habituelle. Du coup moi c'était juste, je me permets de dire d'abord je suis anti-team. Parce que putain depuis quand il faut choisir entre son premier amour et un amour aussi beau que celui qu'il y a entre Spike et Buffy. Et bon, si vraiment vous me forcez à choisir une team, bah c'est Spike évidemment. Quelle question, putain. Messieurs, je vais faire court, hein, Spike. Putain, c'était super court. Moi, je tiens à dire que j'aime pas Angel. Je préfère Spike. Mais je ne vais pas être une team Spike parce que Angel, il nous a quand même apporté des épisodes magnifiques et que I Will Remember You, franchement, ça n'aurait pas été possible avec Spike. Merci, pour moi, Gauthier. I Will Remember You, c'est quasiment le plus bel épisode de la saison 4 de Buffy parce qu'il est pas dans Buffy, mais quand même. Bravo. Voilà. Mais je me demande si une partie de la question est pas aussi à quel âge on a regardé Buffy. Parce que pour moi, la relation qu'elle a avec Angel, c'est vraiment une relation adolescente où elle attend d'Angel qu'il lui apprenne des choses, qu'elle vive cette première passion très à la fois pleine d'innocence et de peur. Et par contre, la relation qu'elle a avec Spike, c'est une relation complètement adulte, d'égal à égal, où elle l'envoie chier et elle n'hésite pas à lui dire qu'elle veut pas de lui. Et en même temps, elle n'hésite pas aussi à coucher avec sans se poser de questions, même si elle n'est pas sûre de l'aimer vraiment. Et enfin, c'est beaucoup plus tourmenté, mais du coup, c'est tourmenté dans quelque chose de beaucoup plus réaliste, de beaucoup plus adulte. Et du coup, voilà, peut-être que moi, comme je l'ai vue peut-être un peu plus, enfin pas adolescente, c'est peut-être pour ça que Spike m'a plu. Je tiens à dire, moi j'ai eu un Angel et un Spike dans ma vie, enfin pas vraiment comme eux, mais un peu quand même. Et je dois dire qu'il y a un côté sur les émois, ah c'est trop terrible qu'il veuille pas être avec moi, il peut pas être ensemble. Angel, c'est sympa 5 minutes, mais en réalité c'est beaucoup plus touchant, ce fait ils ne peuvent pas s'empêcher d'être dans la vie l'un de l'autre, Buffy et Spike. Et quelque part, c'est exactement ce qui se repasse dans les comics. C'est que malgré toutes leurs tentatives de faire leur vie l'un sans l'autre, à un moment, et c'est juste, la personne avec qui je m'entends le mieux, la personne avec qui j'ai envie de passer du temps, la personne en qui j'ai confiance, même quand c'est un méchant, la personne à qui je vais frapper à sa porte dès que ma soeur disparaît parce que je sais pas quoi faire, je vais frapper à sa porte dès que il y a un truc qui va pas. C'est qui? C'est Spike. Et quelque part, elle a jamais vraiment fait avec Angel. Donc ça, c'est juste touchant. C'est dans la vie adulte, c'est ça, c'est un partenaire. C'est ça qu'on veut. Est-ce que Spike n'est pas là, je fais de la provoque exprès, pour remplacer Angel à partir de la saison 4? En fait, à une convention il y a pas longtemps, on a posé la question à James Masters et il nous a dit qu'en fait, il était arrivé en saison 4 pour à la base remplacer Cordelia. Oui. Pour être le personnage un peu bitchy qui rabaisse Buffy sans arrêt. Donc, pas pour remplacer Angel. Je tiens juste à dire, quand ils sont sous un sort pour être fiancés, le sort à aucun moment stipule vous devez vous embrasser tout le temps, vous devez et le fait qu'ils aient interprété ça comme ça, moi je trouve ça très intéressant que leur âme interne se soit exprimée de cette façon-là. T'es où maintenant? Non. Allez,
Ah ouais, attends. Non, je voulais juste rajouter que sur Spike, il y a quand même quelque chose qui est fondamental pour moi par rapport à Angel, c'est que Spike, il a réellement une relation avec chacun des autres personnages de Buffy, ce que Angel a très peu relativement. Il est toujours, voilà, je suis mystérieux et je suis dans l'ombre. Et du coup, Spike est à la fois a des relations avec les autres, s'engueule avec Xander, prend soin de Dawn en permanence, et un personnage quand même extrêmement drôle avec Joyce. C'est vraiment voilà. Et du coup, quand il vient pour son enterrement, c'est juste mon Dieu, j'ai envie de pleurer et d'y penser. Pour sortir un petit peu, pour sortir du débat un peu frontal, parce que ouais, on nous a demandé de choisir depuis toujours. Moi, je veux dire qu'à cause de ces trois enfoirés de Buffy, Spike et Angel, on s'est tapé du Sookie, Bill et Eric pendant 10 ans. Dans Vampire Diaries aussi. Alors que oui, clairement, c'est Eric. Mais voilà, les triangles amoureux au bout d'un moment. Il y a un truc qu'il faut pas oublier quand même, c'est que Buffy est amoureuse d'Angel avant de mourir et elle tombe amoureuse de Spike une fois qu'elle-même est morte. Et donc du coup ils se comprennent, donc il y a un truc aussi, mais là où je suis d'accord avec ce que disait Gauthier, c'est que la relation Angel et Buffy nous a offert des scènes comme jamais on a eu avec Spike. L'épisode I Will Always Remember You, l'épisode de la mort dans un Catelard, l'épisode du départ, jamais on en aura eu Buffy dans un état comme ça avec Spike. Donc du coup pour moi plus Team Angel quand même. Les scènes de la saison 7, la plupart des scènes... Elle est morte, c'est notre Buffy. Mais est-ce qu'il y a une plus belle scène que la scène où Spike et Buffy s'enlacent dans une maison abandonnée? Je pense qu'en termes de romantisme, c'est le summum. Mais là, il se passe rien et il se passe tout. Non, et leur scène dans le dernier épisode, quoi. Leur scène dans le dernier épisode, quand elle descend l'escalier et se lève. Oh, comment? Est-ce qu'on peut aussi parler du moment gênant où Angel offre un livre à Buffy et qu'elle fait une gueule? Petit poème, ça remplit de poèmes. Tu me connais pas. C'est intéressant parce que Spike, c'est quelqu'un qui lui est en paix avec sa monstruosité et du coup qui peut aider Buffy à accepter sa propre monstruosité alors qu'Angel n'est jamais en paix avec la sienne. Alors, priorité au direct, je suis désolé, je dois vous arrêter. C'est un débat passionnant, vous avez dit plein de choses incroyables, mais je sais que vous avez très envie déjà de participer au quiz. Il y a des cadeaux à gagner, attention. Des cadeaux incroyables. Bah non, c'est interdit. Donc c'est ça, c'est la fin pour ce podcast. Merci beaucoup, merci à tous nos intervenants. On vous fait des énormes bisous. Retrouvez-nous sur pourquoi Buffy c'est génial.wordpress.com.